84% des Arabes israéliens croient au vivre ensemble. J'ai lu encore hier l'intervention d'un membre de l'administration de Al-Fahm et qui en fait disait surtout, sachez que ces gens ne nous représentent pas, ne détruisez pas ce que nous avons construit ensemble. Il faut prendre une décision historique de l'État d'Israël qui n'a pas été prise sûrement pas par ce gouvernement-là et comprendre que Israël se bat aujourd'hui encore pour son existence. On se bat principalement contre les Arabes qui habitent en Israël, qui ont une carte d'identité bleue, c'est-à-dire qui ont la nationalité israélienne. Bonjour et merci de nous retrouver pour le débat de cette semaine. 11 Israéliens ont été tués en une semaine dans des attentats en plein cœur du pays. 2 d'entre eux ont été réalisés par des Arabes israéliens. Et parallèlement, un policier et un garde-frontière arabe israélien ont perdu leur vie en combattant des terroristes et en essayant de protéger la vie de civils israéliens. Les autorités craignent que cette vague de violence continue et s'accentue même pendant le mois du Ramadan qui commence aujourd'hui. Alors, quelles mesures doit prendre le gouvernement pour endiguer ces actes terroristes et comment les Arabes et Juifs vont-ils pouvoir continuer à habiter ensemble dans certaines villes du pays après ces attentats? Ce sont les questions du débat de cette semaine et nos invités sont Yonatan Alexandre, membre de Yesh Atid et du collectif pour l'Union d'Israël. Yonatan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio et nous sommes aussi avec Michael Benatar qui habite, lui, à Lod. Bonjour, Michael. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, justement, Michael. Je voudrais vous demander, vous qui habitez donc à Lod, qui est une ville, justement, où cohabitent, ou habitent ensemble, en tout cas, vous allez nous le dire dans un instant, des Juifs et des Arabes. Quelle est l'ambiance actuellement après les attentats de cette semaine? Je commençais par le fait que la cohabitation à Lod est très froide. Elle a toujours été froide, ça n'a jamais été quelque chose de chaud. Lod n'est pas une ville de paix. Ça l'a jamais été, et c'est bien souvent ce que j'explique lorsque je suis interviewé. Oui, il y a beaucoup d'Arabes à Lod, c'est-à-dire que Lod est à peu près à entre 30 et 40% de la population est arabe, mais la cohabitation n'est pas chaude. Il fait pas bon vivre à Lod en général quand on est juif ou arabe, qu'on veut vivre avec l'autre communauté. C'est-à-dire que lorsqu'elle est pas chaude, vous sentez une tension continuelle dans la rue, dans la vie de tous les jours? Oui, il y a une tension. La tension, elle est continuelle, elle est dans la rue, elle est dans la vie de tous les jours. Je peux vous dire que j'ai plusieurs de mes amis depuis justement une semaine et demie, depuis que les premiers événements ont commencé, qui ne permettent plus à leurs enfants de sortir dehors. Je rappelle qu'il y a il y a plus ou moins un an de ça, nous étions en plein milieu nous étions l'épicentre des tensions en Israël dans tout ce qui était l'opération Shomer HaChomot, gardien des murailles. Donc oui, il y a une tension, elle a toujours été là, elle est crescendo et décrescendo selon certains moments, mais il est sûr que lorsqu'on rapproche du Ramadan, la tension est à son top. Alors Alexandre, je voudrais vous demander à vous votre réaction après cette semaine d'attentats, donc 3 attentats à Beersheva, Hedera et Bnei Brak. Quelle est votre réaction? C'est terrible, évidemment. Il y a le chagrin des familles, il y a l'émotion. Ce sont des moments très, très pénibles, en fait, pour Israël. Et en fait, ce qu'on craint, c'est évidemment des copycats, comme on appelle ça, donc des initiatives personnelles de terroristes à droite ou à gauche. J'ai vu ce matin qu'on en a arrêté une dizaine, en fait, hier. Il y a une action ce matin à Jénine, comme on a vu, donc, pour rechercher le terroriste qui s'était échappé de Bnei Brak. Donc, c'est une opération qui est en cours. Malgré tout, moi, ce que je suggérais, c'est qu'il faut garder la tête froide le plus possible, malgré l'émotion, malgré le chagrin qui sont là. Il y a des actions qui sont prises. Il y a cette action, donc l'arrestation d'une douzaine de personnes à Al-Fahm. Il y a des lueurs d'espoir, comme vous avez mentionné au départ. Il y a un policier arabe, en fait, qui est mort en voulant sauver la vie de citoyens israéliens. Bien sûr, il faisait son travail, mais il l'a fait magnifiquement. C'est un héros d'Israël. Il y a ces quelques petites lueurs d'espoir qui font espérer quand même que le vivre ensemble, dont le sujet sur lequel on va passer, est possible. Alors justement, Yonatan nous parle de ces lueurs d'espoir. Est-ce que vous, Michael, vous y croyez encore à ces lueurs d'espoir? Je ne sais pas où est-ce que Yonatan habite ou vit, et je ne sais pas exactement ce qu'il fait au jour du jour. Moi, je ne vis pas du tout ces lueurs d'espoir. Je vis des lueurs de désespoir, justement.
Parce que à chaque fois que j'entends des gens qui parlent de la tristesse, on vient perdre quelqu'un, mais attention, il faut pas perdre la tête. Alors que j'ai jamais vu des Juifs en masse, comme ce qui se passe au Ramadan, aller tuer des Arabes dans la rue comme ça pour le plaisir. Et toujours les lueurs d'espoir. Et on nous vend toujours cette espèce de fantaisie qui est la grande paix en Israël. Je pense que on a perdu énormément de personnes. En permanence, on saigne du sang juif, tout à fait majoritairement. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut qu'on arrête de se vendre ces lueurs d'espoir et qu'on comprenne une fois pour toutes qu'Israël se bat encore aujourd'hui, en 2022. Aujourd'hui, après plus de 70 ans d'existence, Israël se bat encore pour l'être en droit d'exister et Israël est toujours en guerre. Alors, il semble, oui, Jonathan, vous allez répondre tout de suite, juste pour préciser, il semble donc que ce vivre ensemble est totalement utopique et que, en fait, la réalité est totalement différente. Dans un sondage sur N12 qui est sorti hier, 84% des Arabes israéliens croient au vivre ensemble. 84%. Seulement 2% ont une certaine compréhension pour les attentats qui ont lieu. J'ai lu encore hier l'intervention d'un membre de l'administration de Al-Fahm, dont viennent certains des terroristes qui ont commis les attentats à Beersheba, je crois. À Hadera, et qui en fait disait surtout, sachez que ces gens ne nous représentent pas, ne détruisez pas ce que nous avons construit ensemble. Je participe, en fait, pour répondre à la question que Michael posait, je vis à Jérusalem, en fait, et je participe régulièrement à des réunions où je rencontre des Arabes. Alors, je ne suis pas naïf, ce sont ceux qui veulent me rencontrer, bien sûr. Il y en a d'autres qui ne souhaitent pas me rencontrer, il ne faut pas être totalement naïf. Mais je constate qu'une immense majorité des Arabes israéliens sont totalement persuadés qu'on peut vivre ensemble, et le font tous les jours, d'ailleurs. Je reviens de Dubaï, où j'ai vu l'exposition, donc le pavillon israélien, où on montre un Israël. Alors, c'est peut-être un rêve quand on est à Lodz et qu'on vit une situation un peu différente, comme Michael vient de nous la décrire. Mais il y avait dans cette présentation d'Israël à Dubaï une immense un enthousiasme pour un Israël qui s'intègre. Et on le voit d'ailleurs, puisqu'on voit les Arabes sont en fait partie prenante d'un côté et de l'autre dans la police, parmi les victimes, dès qu'il y a des attentats. Donc en fait, cette intégration est en train de se faire. Mais effectivement, c'est un processus long, délicat et difficile. Alors c'est un processus long, Michael, et justement, vous n'y croyez pas spécialement, mais quelles sont les solutions, ou peut-être quelle est la solution justement, parce que c'est quand même une réalité, cette réalité d'une population, particulièrement dans la ville où vous habitez, à Lod, d'une population arabe qui habite aux côtés d'une population juive. Qu'est-ce qu'on doit faire alors ? Je voudrais juste revenir sur l'amalgame intéressant qui a été fait entre ce qui se passe à Dubaï et ce qui se passe en général en Israël. Parce que quand même, je peux pas passer dessus comme ça, simplement. Au jour le jour, je travaille dans le high-tech, je fais des investissements. C'est-à-dire que je travaille en permanence avec des gens autour du monde, y compris Dubaï. J'ai aussi la possibilité de sentir ce qui se passe à Dubaï, et même avec des Arabes autour du monde avec lesquels aussi on travaille. Et je vois tout à fait la différence entre ceux qui habitent autour de nous ici en Israël et ceux qui travaillent avec nous à Dubaï. Donc, créer un amalgame et dire ce qui se passe à Dubaï est exactement possible en Israël, à mes yeux, c'est complètement utopique et ça n'a rien à voir avec la réalité. Les Arabes de Dubaï n'ont pas du tout des velléités pour rendre Israël la Palestine que les Palestiniens ou les Arabes palestiniens veulent donner, à laquelle les Arabes palestiniens veulent donner naissance. Donc à mes yeux, ça, c'est nul et non avenu. Et je travaille aussi bien avec des Arabes de Dubaï au jour le jour que avec d'autres, même en France d'ailleurs. Donc aucun rapport. Deuxièmement, la solution, une bonne question que Olivier que vous posez. Je pense que c'est pas une solution de 2 minutes, hein. Mais la solution, c'est arrêter de nous vendre et de se vendre à soi-même des mensonges. C'est de savoir avoir une main très difficile avec ceux qui frappent la population juive en Israël. C'est savoir faire comprendre à la population arabe que justement être un pays qui ne sait pas se défendre, c'est pas Israël. Israël sait se défendre. Israël sait qui sont les bons et qui sont les mauvais. Et c'est aussi comprendre que il faut avoir je pense des directives beaucoup plus strictes à tous les niveaux, que ce soit la police
qui à mes yeux n'a rien fait depuis Shomer HaChomot, depuis l'opération Gardien des Murailles, que ce soit le Bet HaMishpat, je ne sais plus comment on dit en français, la haute cour de justice. Voilà, pas juste la haute, toutes les cours de justice qui en permanence, et ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement ici, relâchent tous ceux qui ont été arrêtés pour délinquance du style nationaliste ou autre. Est-ce que vous pensez, après vous allez répondre Jonathan dans un instant, est-ce que vous pensez, Mickaël, que le fait qu'aujourd'hui qu'il y ait un parti arabe au sein du gouvernement a rendu les choses beaucoup plus difficiles justement pour mettre en place les consignes ou les choses que vous décrivez dans ce que vous venez de dire? Écoutez, ça revient aussi à l'autre propos tout à l'heure qu'Alexandre a dit. Venir citer et dire oui, il y a un sondage qui dit que tout le monde sait, je pense aujourd'hui on a arrêté d'être stupide, tout le monde sait que les sondages peuvent dire n'importe quoi et dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut poser des questions dans tous les sens et faire dire au sondage ce qu'on veut. Donc, encore une fois, Alexandre ne dit pas que vous êtes stupide, mais je pense qu'il ne faut pas nous vendre non plus des sondages en veux-tu, en voilà. Maintenant, ce que je reviens sur ce qu'on dit avant. Il n'y a pas eu de sondage et je pense pas qu'il y en aura des sondages que je pourrais citer qui diront est-ce que oui ou non, de façon définitive, le fait que Raham soit dans le gouvernement change quelque chose. À mes yeux, c'est une évidence. C'est ce que je vois dans la rue, c'est ce que je vois autour de moi. Maintenant, tout le monde pourra dire, et je comprendrai très bien, c'est subjectif. Et alors, oui, à mes yeux, le fait que Raham soit dans un gouvernement et le fait que ce soit eux et à la fois le parti Meshoutef et le parti de tous les Arabes ensemble qui font que la pluie et le beau temps puissent se faire en Israël, bien sûr que ça influence à fond. Le fait que les Arabes savent qu'ils viennent de recevoir 53 milliards de shekels sur le budget israélien change complètement les données. Le fait que nous sommes dans une situation géopolitique complètement différente, encore une fois, du fait que les Arabes font partie du gouvernement et ce sont ceux qui font la pluie et le beau temps, change complètement les données. Mais encore une fois, il n'y a pas de données fermes qui puissent le confirmer. Tout ça, c'est subjectif. Et à mes yeux, se voiler la face ne sert à rien. Alors, Jonathan, vous allez répondre. Alors, je vais essayer d'être objectif par rapport à la subjectivité. Donc, Mansour Abbas, qu'est-ce qu'il a déclaré? En fait, bien entendu, il a condamné les attentats immédiatement. Mais il a été plus loin. En fait, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais dans la télévision hier, donc en fait, il a demandé, il a reconnu que le problème, c'était entre autres les armes illégales. Il y a 400 000 armes illégales en Israël. C'est un très vieux problème qui n'a jamais été pris à bras-le-corps de manière sérieuse. Il y en a probablement 200 000 au niveau des Bédouins au Negev, donc qui ont commis certains de ces attentats. Il a dit qu'il fallait adresser ce problème le plus vite possible, et il a engagé les Arabes à remettre leurs armes à la police. Il a demandé. Il a dit, on ne peut pas avoir des armes illégales comme ça dans le pays. Alors, on a quand même un dirigeant arabe qui fait ça. Bon, c'est quelqu'un qui est en danger, il faut le savoir. Il a une protection policière en permanente. Il est clair que tout le monde ne doit pas l'adorer pour faire ce genre de... Mais je pense que, oui, il a passé son brevet, en fait, pour se trouver dans un gouvernement israélien. Ça me rappelle Jabotinsky, qui rêvait l'aspirateur de Likoud, quand même, qui rêvait toujours d'avoir un Premier ministre israélien, un vice-premier ministre arabe. Alors, bien entendu, beaucoup d'eau est passée sous les ponts. Nous ne sommes plus avant l'indépendance. Mais aujourd'hui, nous avons un parti arabe au gouvernement qui, en fait, à chaque fois qu'il y a eu un de ces événements, y compris à Lot, parce que je me rappelle bien, quand la synagogue a été détruite, il était venu après en disant « nous allons devoir réparer tout ça ». C'est quelqu'un qui, en fait, est du côté de l'intégration et de ce pourquoi il se bat. Ce n'est pas du tout les objectifs des terroristes qu'on a vus, mais simplement améliorer la vie. Mais justement, on a quand même du mal. Les événements qui se sont passés à Lot, et ça date à peu près depuis un an. C'était au mois de mai l'année dernière. Oui. Ça fait presque donc un an. On a du mal de voir une évolution justement dans la population arabe, et on aurait espéré peut-être justement avec l'arrivée de ce parti arabe au gouvernement, peut-être un changement de cap de la population arabe. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Alors, est-ce que, quelque part, est-ce que le gouvernement, justement, et Mickaël nous disait que le gouvernement et la police devaient être plus
plus difficile, plus dur avec cette population arabe. Est-ce que quelque part le gouvernement, la police, tous les dirigeants n'ont pas un peu les poings liés justement par le fait qu'il y a un parti arabe au sein du gouvernement et qui ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent justement en raison des problèmes de coalition? Ce matin, il y a une intervention assez lourde à Jenin, en fait, avec des centaines de policiers, et on n'a pas entendu un seul mot des partis arabes au gouvernement. Je pense que Michael, qu'il faut être extrêmement dur avec les auteurs de ces attentats, bien sûr, ça c'est clair, il ne faut pas être naïf. Il faut augmenter la sécurité, et donc ça, le gouvernement le fait. Il faut adresser le problème des armes illégales, parce que c'est la première fois quand même qu'on utilise des armes à feu de manière plus intensive. On a eu 3 attentats, un commis par des gens de Al-Fahm, un commis par des Bédouins et un commis par des gens qui venaient de Cisjordanie, en fait. Quoi. Oui. Donc, aucun ne venait de la communauté de Lod ni des communautés arabes israéliennes. Le problème Al-Fahm a toujours été un souci. Il faut s'en occuper. Je vois pas encore un problème comme on a eu il y a un an, quand même. Je pense pas qu'on en est là. Est-ce que Michael, vous voyez justement que ce qu'on a vécu il y a un an puisse se reproduire peut-être dans le mois du Ramadan, justement, qui risque d'être sous tension? Oui, je crois qu'on y va. J'entends Alexandre, je suis sûr qu'on y va à fond la caisse. Oui, c'est sûr. Quand on nous cite Mahmoud Abbas et qu'on nous dit regarde, il est venu à Lod, Mahmoud Abbas c'est quelqu'un qui sait très bien parler, mais on oublie comme d'habitude ce Mahmoud Abbas a été, il est toujours le chef de la Tnoua islamite, donc le mouvement islamiste du Sud, si je ne me trompe pas, et c'est quelqu'un qui s'embrasse régulièrement et qui parle régulièrement de la Tnoua islamiste du Nord, qui justement est complètement, le mouvement islamiste du Nord, qui est complètement non seulement anti-israélien, mais complètement anti tout d'ailleurs ce qui se passe en Israël. Mahmoud Abbas qui a été Mansour Abbas, en train de dire Michael, c'est Mansour Abbas. L'État d'Israël n'a pas de droit d'existence, etc., etc. Mais bon, ça, on l'oublie parce que c'est toujours agréable. Et comme d'habitude, ce sont ceux qui nous vendent des illusions, qui sont ceux qui sont les objectifs, et les autres sont tout à fait subjectifs. Donc, désolé, non, Alexandre, c'est de la subjectivité. C'est se voiler la face. C'est très agréable, je comprends. C'est bien, quand on aime quelque chose, c'est très difficile de voir la réalité. D'ailleurs, je vois la même chose avec les gens qui montent des startups. C'est très difficile de comprendre qu'on va droit dans un mur, mais c'est la réalité. Donc, je pense qu'il faut l'accepter. Est-ce qu'on va droit vers ce qui s'est passé à Shomer HaChomot? Bien sûr qu'on y va. Le Ramadan n'est pas encore là et on a déjà 11 morts autour de nous. Ce qui me touche toujours quand on parle des armes illégales dans la population arabe, c'est quand même incroyable. Donc, la population arabe est une population ici civile. Elle ne fait pas son service militaire et pourtant, elle est surarmée et les armes ne sont pas arrivées là-bas par défaut, par détresse. Oh, je me lève le matin et un M16 en face de moi. Non, ces armes sont achetées. La population arabe s'arme de façon complètement consciente et complètement voulue. Et il y a aussi beaucoup d'armes qui sont dans la population juive et pourtant personne ne sort dans la population juive. Enfin, personne. C'est ultra rare, statistiquement parlant. Quand je dis ultra rare, ça n'a aucun rapport avec les velléités arabes, que les gens sortent dans la population juive, se baladent dans Al-Fahm et commencent à tirer à droite et à gauche pour tuer de l'arabe. Ça n'existe pas. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a je crois, aucun rapport entre ce qui se passe entre les populations arabes et les populations juives. Et à chaque fois que j'entends cette espèce de symétrie qu'on nous trace en général, ou qu'on montre, ou qu'on explique, il faut comprendre les Arabes, il faut arrêter de comprendre les Arabes. Je crois qu'il faut vraiment les comprendre. Je crois qu'il faut arrêter de se vendre des choses pour comprendre vraiment qui est en face de nous et arrêter de se vendre des on parle de Mansour. On parle de Mansour Abbas, qui est le patron de Ram, et pas de Mahmoud Abbas, Abbas, c'est le président de l'autorité palestinienne. Mais peut-être pour répondre justement. Mansour Abbas, c'était Mansour Abbas dont je parlais. C'est lui qui a été filmé avec Raed Salah. C'est lui qui a été filmé en train de dire que l'État d'Israël n'a pas de raison d'être, etc., etc. On a bien compris. Donc en fait, on ne parle pas d'un sadique, on parle de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut vis-à-vis de nous. Et pour l'instant, il est en train de prendre ce qu'il peut prendre de nous, c'est-à-dire 53 milliards. Et 53 milliards de shekels sur 5 ans. Alors, le problème, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce double visage qu'on voit peut-être pas seulement chez Mansour Abbas, mais dans la population arabe en Israël, comme vous l'avez dit, un sondage qui dit que la grande majorité est contre les violences et veut vivre et veut continuer à cohabiter avec les Israéliens. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a, comme l'a dit Michael, énormément d'armes dans cette population. C'est vrai. Il y a beaucoup d'armes dans cette population. Ça fait très très longtemps qu'elles y sont. Je pense que pendant très longtemps, on s'est dit, tant que les armes sont utilisées que
dans leur violence interne, les règlements de compte dans le Negev, etc. Finalement, on s'en est moqué. Et aujourd'hui, on voit que ces armes peuvent nous toucher aussi, en fait, quoi. Donc ça, c'est une chose qu'il faut corriger, absolument. Il y a une culture dans le Negev. Est-ce que vous pensez qu'en demandant aux populations arabes de venir remettre de leur propre... Bien sûr que non, il va falloir les chercher. D'ailleurs, en fait, quand ils ont arrêté les 12 suspects, là, donc à al-Fahem, ils ont trouvé pas mal d'armes. Donc il faut y aller, il faut aller au contact, ça c'est clair. Il ne faut pas hésiter. Simplement, je voulais signaler que Mansour Abbas se met en pointe quand même dans cette situation et prend peut-être encore un risque de plus parce que ça doit être le target numéro 1 en ce moment. Si vous êtes le gars qui a des mauvaises pensées en Cisjordanie ou dans le Negev, Mahmoud Abbas est la cible, bien sûr. Très bien. Mickaël, un mot pour conclure peut-être ? Je pense qu'encore une fois, les armes dans la population arabe ne sont pas arrivées là-bas pour rien. Dire qu'elles sont là-bas depuis très longtemps, encore une fois, à mes yeux, c'est se voiler la face. Un M16, c'est pas quelque chose qui est là-bas depuis très longtemps, c'est quelque chose qui existe depuis l'armée d'Israël. La majorité des M16 qu'on trouve dans la population arabe ont été volés à Tzahal. On sait très bien où ils ont été volés. Elles ont été volées dans le Negev par la population bédouine et par d'autres populations arabes. Encore une fois, mon constat, c'est que il faut savoir aller et en force contre ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, je pense, il faut prendre une décision historique de l'État d'Israël qui n'a pas été prise, sûrement pas par ce gouvernement-là, pas même par les précédents, mais celui-là est encore plus en train de se voiler la face, et comprendre que Israël se bat aujourd'hui encore pour son existence, mais que contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, dans lequel on se battait pour notre existence contre la Syrie, l'Égypte et la Jordanie, aujourd'hui, on se bat principalement contre les Arabes qui habitent en Israël, qui ont une carte d'identité bleue, c'est-à-dire qui ont la nationalité israélienne, ou alors qui habitent de l'autre côté du Cava Yarok, mais qui veulent quand même détruire l'État d'Israël. Donc, il faut se réveiller et comprendre ce qu'on a à faire. Jonathan, pour terminer, l'ennemi est parmi nous, en fait. L'ennemi est parmi nous, mais combien d'ennemis ? En fait, tous ces événements, il faut le rappeler, ont été commis par une poignée de personnes, d'accord ? On est en train d'arrêter les autres. Il faut garder, au-delà du chagrin, de l'émotion, il faut se rappeler que le 26 mars dernier, par exemple, on a eu 10 morts du Covid. Donc, on meurt d'Israël et bien d'autres choses. Ouais. Comme l'a dit Mickaël, nous ne nous battons plus pour notre existence. Nous nous battons pour la coexistence, maintenant. On peut dire quand on habite Jérusalem et que tout est pratique. Je crois que quand on vit la réalité qu'on vit ici à Lod, c'est pas du tout le cas. Et encore une fois, quand on parle d'une poignée, à mes yeux, c'est toujours drôle. C'est comme dire que l'armée d'Israël, c'est une poignée. C'est exactement ça. C'est toujours une petite partie des gens qui se battent, mais la majorité est derrière ces gens-là. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. On dit que il faut le comprendre et arrêter de se voiler la face. Très bien. On a, en tout cas, évoqué ce sujet qui est difficile, bien entendu, et on l'a fait, en tout cas, ce matin. Merci d'avoir participer à ce débat et on espère bien entendu des moments plus calmes pour tout l'État d'Israël. Merci beaucoup Jonathan, merci Mickaël d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita.